1917, l'armée allemande est étouffée par le blocus allié. Les soldats sont épuisés et subissent donc d'importantes restrictions alimentaires. Cependant, après la signature du traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918, négociant une paix séparée avec les bolcheviks, l'Allemagne croit encore en la victoire finale à l'Ouest, malgré l'arrivée des troupes américaines en avril 1917. Sur le front de l'Ouest, l'année 1918 voit les grandes offensives allemandes du printemps, dites Kaiserschlacht, qui débutent avec le déclenchement de l'opération Michael le 21 mars de la même année. À la suite de l'échec de celle-ci, le moral des soldats allemands chute. Le Reich traverse une période d'intense instabilité politique, ce qui mènera progressivement à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Et ce, à la grande surprise des états-majors alliés qui étaient convaincus que la guerre se terminerait au début de l'année 1919. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les origines de l'adoption du drap Feldgrau dans l'armée allemande, puis un exemple d'uniforme de fantassin prussien de la fin de la guerre. À la fin du XIXe siècle, les armées européennes entreprennent des essais pour changer les teintes des uniformes. Avant cela, il était de coutume de porter des uniformes colorés, distinctifs et immédiatement reconnaissables. Les nombreuses avancées technologiques du tournant du siècle en matière d'armement, notamment l'adoption de la poudre sans fumée, poussent à rechercher des teintes plus discrètes pour les effets des soldats. Mais la notion de camouflage telle qu'on l'entend de nos jours n'est pas encore intégrée dans les mentalités de l'époque. Il s'agit d'une lutte entre tradition et modernité, aussi bien en Allemagne qu'en France. Les nouveaux effets de teintes neutres sont apparus d'abord dans les colonies. Les Britanniques y ont adopté des teintes kaki dès la fin du XIXe siècle. Ce sont les Schutztruppen d'Afrique qui portent en premier des uniformes de teinte kaki et sable mieux adaptés à l'environnement. Les premières tentatives de camouflage dans l'armée allemande commencèrent dès 1887, avec le remplacement des teintes des tornisters de blanc à brun. En 1892, un couvre-casque est adopté pour cacher les garnitures trop voyantes. En 1893, les gamelles sont noircies et en 1894, le feldmantel passe d'une teinte noire à un gris plus discret. En 1897, les chasseurs à cheval commencent à porter un uniforme gris-vert plus adapté à leur mission de reconnaissance. Il y a donc une réelle prise de conscience de la part de l'état-major allemand sur la nécessité de camoufler les effets du soldat. La première étape majeure dans ce changement concerne le corps expéditionnaire d'Asie de l'Est et intervient en 1900 pendant la révolte des Boxers. Ce corps expéditionnaire reçoit un uniforme d'été kaki adapté aux régions sableuses et une version d'hiver en drap Feldgrau. En 1905 et 1906, des effets sont entrepris dans l'Empire. 3 teintes sont ainsi testées: le Feldgrau, le gris et le gris-vert. À l'issue de ces tests, le Feldgrau, déjà porté par ce corps expéditionnaire d'Asie de l'Est, est adopté. Ce choix rencontre une féroce opposition de la part de certains traditionalistes qui considéraient que cela portait atteinte au prestige et à la réputation de l'armée allemande. Ce même phénomène est observé en France dans les tentatives qui ont eu lieu de moderniser l'uniforme du soldat. C'est le 14 février 1907 que le drap Feldgrau est officiellement adopté par décret de l'empereur, pour l'ensemble de l'armée allemande, à l'exception des Jägers qui continueront de porter le gris-vert. Les coupes d'uniformes sont fixées en avril 1907. Les uniformes de la cavalerie sont approuvés un peu plus tard, en 1908, malgré les résistances et les interrogations par rapport à la rupture avec cette fameuse tradition. Le nouvel uniforme est porté pour la première fois en 1913 lors des grandes manœuvres impériales. L'ensemble est trouvé satisfaisant par les soldats, même si les officiers se plaignaient que les distinctions ne soient pas suffisamment visibles. Durant la Première Guerre mondiale, l'uniforme du soldat allemand a subi de grandes simplifications. Et en 1918, de nombreux effets de modèles différents étaient portés par les soldats, montrant une grande hétérogénéité dans l'équipement utilisé. Cela témoigne d'une armée souffrant de privations, d'attrition et de pénurie. L'infanterie était la branche la plus importante de l'armée allemande et celle qui a essuyé le plus de pertes. En 1914, l'armée comportait 217 régiments d'infanterie et pendant le conflit, 146 régiments d'infanterie sont créés, portant un total de 364 régiments en 1918.
Un régiment comprend 12 compagnies plus une compagnie de mitrailleuses et est divisé en 3 bataillons. À l'automne 1916, le nombre de compagnies de mitrailleuses par régiment est augmenté à 3. Chaque bataillon possède donc sa propre compagnie de mitrailleuses. En début de guerre, les pattes d'épaule étaient de couleur Feldgrau avec des chiffres ou monogrammes brodés de couleur rouge et la couleur du passepoil indiquait le corps d'armée. Par exemple, une couleur rouge indiquait les 3e, 4e, 11e, 3e armées et la 2e armée bavaroise. Ce système d'identification par la couleur des passepoils des pattes d'épaule est abandonné en janvier 1915. À ce moment, les pattes d'épaule de l'infanterie ne comportent plus de passepoils. Et c'est à la fin de l'année 1915 et au début 1916 que le passepoil est réintroduit et passe à une couleur blanche pour l'ensemble de l'infanterie. L'uniforme se compose d'une Felmutz du modèle du 20 juillet 1917 en drap de laine Feldgrau. Elle est dépourvue de bandes colorées, contrairement à l'ancien modèle. Il s'agit exactement du même design que le modèle 1907, avec les 2 cocardes, celle du Reich et du Länder sur le bandeau Reseda, ici la Prusse, et la Bavière sur le bandeau rouge de cet exemplaire original. La capote d'entrée de guerre de l'armée allemande ne présentait pas de doublure et n'était pas adaptée à protéger les soldats du froid en hiver. Un nouveau feldmantel est donc introduit à l'automne 1915. Fait de drap de laine Feldgrau, il présente une seule rangée de 6 boutons frappés d'une couronne, un col rabattu et une martingale. Les pattes d'épaule sont cousues. L'armée bavaroise avait également son propre feldmantel du modèle du 31 mars 1916. Les mantels d'officiers pouvaient présenter des changements mineurs par rapport au modèle de troupe. Une Feldblouse modèle 1915 à col rabattu Reseda et à boutons dissimulés en drap Feldgrau. C'est une vareuse universelle pour tous les corps d'armée. Elle possède 2 poches extérieures à rabat fermées par un bouton frappé d'une couronne, souvent en zinc. Elle présente des crochets et boutons crochets porte-ceinturon, comme sur les modèles précédents. En 1918, il n'était pas rare de retrouver des soldats portant des vareuses des modèles précédents. Pénurie oblige, l'armée allemande de la fin de la guerre était très hétérogène. Le modèle de pantalon de 1907 était en drap Feldgrau. Cependant, il existait une grande variété de teintes Feldgrau différentes selon les fabricants, ce qui rendait l'aspect de l'armée peu homogène. En août 1914, une teinte grise est introduite pour les pantalons. Le pantalon modèle 15 a donc été introduit en août 1914 et officiellement adopté le 21 septembre 1915. Il est de teinte Steingrau et présente un passepoil rouge. L'adoption du casque en acier est probablement l'innovation uniformologique la plus importante de la Grande Guerre. Au début du conflit, aucune armée ne possédait de réelle protection de tête. La distribution à grande échelle du Stahlhelm débute en février 1916 pour remplacer le Pickelhaube, casque à pointe, qui était alors en cuir bouilli. Les bottes du modèle 1866, noircies ou non, pouvaient encore être portées à la fin de la guerre, même si des brodequins avec des bandes moltières s'étaient généralisés. En réalité plus pratique et plus économe en cuir. Ici, des sangles en cuir sont portées, elles permettent de bien maintenir les chevilles lors de marches longues. L'équipement se compose du ceinturon sur lequel est attaché la plupart des éléments. 2 cartouchières, un sac à pain, le bidon, la baïonnette et l'outil individuel. À partir de janvier 1915, la plupart des ferrures passent du laiton au fer plaqué au zinc pour des raisons d'économie de métaux utiles. La boucle de ceinturon présentait différents motifs et devises correspondant aux Landes, ici la Prusse. En début de guerre, la boucle est en laiton avec une couronne en cuivre blanc. On passe ensuite à une fabrication en fer plaqué zinc, peint en Feldgrau. Les cartouchières modèle 1909 pouvaient comporter jusqu'à 60 cartouches chacune. Un homme portait donc 120 cartouches.
Elle est composée de 3 compartiments et d'un anneau sur lequel vient se fixer le crochet de suspension des bretelles du tornisteur pour soutenir le poids des cartouchières lors de la marche. Lorsque le tornisteur n'était pas porté, les soldats utilisaient la sangle de leur sac à pain qu'ils passaient derrière la nuque. Des bretelles de suspension telles qu'on pouvait le voir dans l'armée française n'existaient pas dans l'infanterie allemande. Notez qu'un modèle existait pour la cavalerie. En début de guerre, les cuirs étaient fauves, puis en septembre 1915, il est ordonné que les cuirs soient noircis. Ce noircissement des cuirs n'était pas systématiquement appliqué et reste donc théorique. Le Brotbeutel, modèle 1914, signifiant littéralement sac à pain, est l'équivalent de la musette. Après octobre 1914, il est fabriqué en coton gris. Il s'attache au ceinturon à l'aide de 2 pattes et d'un crochet et peut se porter en bandoulière avec sa sangle amovible. Le bidon modèle 1907 est fabriqué en aluminium et comporte un bouchon dévissable, une housse en drap Feldgrau et un brelage avec un mousqueton permettant de l'attacher au Brotbeutel. D'une contenance de 800 ml seulement, ce qui est très peu, les soldats pouvaient en porter 2. En juin 1915, un nouveau bidon est introduit. Il est fabriqué en acier étamé avec un bouchon en liège. En 1916, pour économiser l'étain, il est ordonné que les bidons soient étamés uniquement à l'intérieur et émaillés à l'extérieur. La housse de protection pouvait être en velours côtelé ou dans n'importe quel autre drap de récupération. Le brelage est simplifié à partir de 1917 pour économiser du cuir. La gamelle modèle 1915 est désormais fabriquée en acier émaillé ou plaqué au zinc. Le modèle 1910 à poignée renforcée était fabriqué en aluminium. En 1917, une petite griffe est ajoutée sur le couvercle pour permettre une meilleure fixation de la gamelle sur le tornisteur. Les couverts réglementaires pliables se présentaient sous la forme d'une fourchette et d'une cuillère. Ils étaient fabriqués en acier plaqué au zinc et stockés dans la gamelle lors de la marche. Le premier modèle de car était fabriqué en aluminium et présentait 2 petites anses amovibles rivetées. Le nouveau modèle en acier émaillé est introduit en mars 1916. Il présente une seule anse fixe. En août 1915, un tornisteur en toile est introduit par mesure d'économie. Le tornisteur contenait essentiellement la Feldmütze, une paire de bottes ou de brodequins supplémentaires, des rations, les piquets et sardines de tente, 2 boîtes de cartouches, des chaussettes et des sous-vêtements de rechange, la trousse de toilette, la trousse à couture et une boîte de café. La gamelle, la capote et la tente sont fixées à l'extérieur. En moyenne, son poids pouvait atteindre 9,7 kg. En juin 1917, un nouveau masque anti-gaz en cuir est introduit. Des renforts dits en toile d'araignée permettent de protéger les œilletons des chocs. Ce masque pouvait être raccourci et mieux maintenu à l'aide d'une ficelle attachée entre sa partie supérieure et le haut du filtre. Un leather mask du modèle 1918, fabriqué à partir du mois d'octobre de la même année, présentait des œilletons renforcés qui ne nécessitaient pas ces toiles d'araignée. Le masque est porté dans son boîtier modèle 17, introduit en juin 1917. Il était un petit peu plus grand que le modèle précédent et présentait un compartiment pour y ranger des œilletons de rechange. Une adjonction de filtre a été introduite en mai 1918. Elle permettait d'y fixer des fibres de coton constituant une protection supplémentaire contre les gaz de combat. Un outil individuel était porté au ceinturon, ici un baille-piqueux ou pioche-hachette. Dans un régiment d'infanterie, il y avait 120 baille-piqueux pour 1200 pelles individuelles et 60 hachettes. De
Trodel, attaché au gousset de baïonnette, donnait des indications sur la compagnie d'appartenance du soldat, ici la 2e compagnie. Le Gewehr 98 Moser constitue l'armement principal du fantassin allemand. Il est de calibre 7,92 par 57 mm et s'approvisionne par lame chargeur de 5 cartouches. Ja.